Adaptation. Donc, professeur Vautard, je vous remercie d'être avec nous ce matin. C'est un honneur que de pouvoir avoir un cours privé avec un scientifique émérite comme vous. Vous êtes actuellement coprésident du groupe 1 du GIEC sur les bases physiques du climat. Vous avez dévoué vos travaux à plusieurs sujets environnementaux, dont la modélisation de la pollution atmosphérique et la compréhension du changement climatique, en particulier via l'étude des événements climatiques extrêmes et des climats régionaux. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et travaillez à l'Institut Pierre-Simon Laplace, un institut majeur et de référence en recherche en sciences de l'environnement en France et dans le monde. Donc, condensez vos plus de 200 articles et vos différentes participations au rapport du GIEC en 45 minutes. C'est une gageure, mais comme on est dans le cycle adaptation avec un challenge 1 sur la formation, je suis sûre que vous allez le relever. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci de votre invitation. Je vais d'abord tenter de partager l'écran de mes planches, mais là, je ne peux pas. Il faut que vous m'accordiez le droit de le faire. Ah, Oui, s'il vous plaît, parce que sinon, je ne vais pas y arriver. alors. C'est énorme. Alors, c'est Voilà, étonnant. en attendant effectivement que cette fonction soit activée, Euh, donc, personnellement, je suis coprésident du groupe 1 du GIEC sur les bases physiques des sciences du climat, avec mon autre coprésident, Xiaoye Zhang, qui est à Pékin, en Chine. Et nous allons donc être responsables, co-responsables de la production des rapports du GIEC qui vont avoir lieu dans les 6 années à venir pour ce qui concerne les sciences physiques du climat. Donc là, voilà, je peux partager mon écran. Je vais essayer de partager le beau. Euh, et voilà, je vous demande de me dire, Cela fonctionne. voilà, si donc ça fonctionne. Ok, très bien. Euh, donc vous le voyez en grand, pas de problème parce que voilà, moi je Oui, on voit l'écran en grand, vos slides. très bien. Donc ok. Euh, donc voilà. Alors je vais tout de suite passer au, au, dans le vif du sujet. Donc là vous voyez mon premier transparence sans problème où il y a marqué IPCC. Absolument. Ok, très bien. Donc ça fonctionne bien. Donc en fait, le GIEC, IPCC en anglais, a été créé en 1988. Je vais essayer de faire une rapide historique, mais pour montrer la dimension en fait des informations qui sont contenues. C'est pas du tout ce sont pas des rapports comme les autres. Ils sont issus en fait d'une demande de 195 pays qui souhaitent, qui souhaitent depuis 1988 avoir des textes scientifiques consensuels sur les évolutions climatiques, d'une part, donc les évolutions dans la physique du climat, l'état du système, mais aussi sur les impacts du changement climatique et sur les solutions pour, notamment les solutions d'atténuation, c'est-à-dire de diminution des émissions de gaz à effet de serre les, pour pouvoir résoudre les questions climatiques. Voilà, donc ces rapports ont ceci de particulier, c'est le consensus, non seulement au sein de la communauté scientifique, mais aussi la formulation des résumés pour décideurs. Ils sont co-construits donc, entre les scientifiques et les décideurs pour pouvoir avoir un texte unique qui serve d'entrée irréfutable pour les négociations internationales. Il est clair que les pays aujourd'hui ont des intérêts économiques et sociaux divergents. Il est indispensable d'avoir ces textes qui reflètent l'état de la science qui, lui,
ne laisse pas la part aux divergences puisqu'il s'agit de faits scientifiques. Donc voilà, c'est la base acceptée des négociations internationales et vous verrez les nombreuses références qui sont faites au rapport du GIEC, notamment sur le volet politique qui est reflété dans les COP et notamment la COP 28 qui cite les rapports du GIEC de façon très, très fournie. Alors, le sixième cycle, je vais faire un tour d'horizon un petit peu des résultats du sixième cycle, mais vraiment assez brièvement. Le septième cycle, il commence, donc on est dans les préparatifs, ça prend beaucoup de temps, mais c'est ça aussi qui fait la qualité des travaux. Je pourrais en dire très peu, mais je pourrais simplement donner quelques évolutions depuis les rapports du sixième cycle. Alors, le sixième cycle produit une quantité incroyable d'informations. Là, j'ai derrière moi, vous ne le voyez pas, mais la pile qui pèse 29 kilos hein, de l'ensemble des rapports qui ont été produits pendant le sixième cycle. Donc, on a, au-delà des kilogrammes, la masse d'informations est considérable et l'état des connaissances a été tout à fait complet au travers des différents rapports. Alors, il y a les rapports des différents groupes de travail. Donc, le groupe de travail 1 à gauche, c'est celui dont je m'occupe aujourd'hui, mais ce n'est pas moi qui ai conduit ces travaux, c'est ma collègue Valérie Masson-Delmotte pendant le sixième cycle, avec son collègue chinois également. Et ensuite, donc, les sciences physiques. Ensuite, le groupe 2, l'adaptation, les impacts et la vulnérabilité. Et le groupe 3, l'atténuation. Donc, c'est ces trois rapports principaux. Et puis, des rapports spéciaux sur les océans, la cryosphère, le changement climatique et les terres émergées. Et puis, la signification du changement climatique à 1,5 degré. Et enfin, un rapport de synthèse qui synthétise l'ensemble de ce cycle. Voilà. Alors, en fait, la caractéristique, c'est que, en tout cas pour les sciences physiques du climat, c'est vraiment de s'appuyer sur l'ensemble des éléments pour pouvoir faire une synthèse. Hein. Donc, notre mission est de faire des synthèses des connaissances qui sont basées sur les observations dont on dispose, des océans, des glaces, de l'atmosphère, des observations météo partout dans le monde, mais aussi la modélisation, donc les différentes simulations qui peuvent être faites pour la période historique, hein, donc pour les évolutions passées et pour les évolutions futures. Et ça s'appuie également sur la compréhension physique de ce qu'on observe et de ce qu'on modélise. Donc, lorsqu'on a les trois qui sont concordantes, on peut vraiment faire une évaluation avec un niveau de confiance très élevé. Lorsque l'un des côtés du papillon, là, ou de la figure finalement fait défaut, on peut très bien avoir des simulations, par exemple, dans certaines régions où il y a très peu d'observations. Donc, il nous manque un pied de la connaissance. Et du coup, l'incertitude est un petit peu plus élevée. Parfois, il arrive qu'on observe et qu'on simule des évolutions et qu'on ne les comprenne pas encore très bien au niveau de la physique aussi. Donc, ça donne lieu à une forme d'incertitude. Donc voilà, non seulement le GIEC va faire une synthèse des connaissances, mais va donner un petit peu le niveau de confiance et l'incertitude qu'on a sur ces connaissances. Ça peut paraître troublant parfois d'avoir effectivement un résultat et d'avoir un résultat dont on dit qu'on n'est pas sûr. Et effectivement, c'est un peu difficile à opérationnaliser. Le GIEC ne fait pas que des rapports, mais aussi on essaye d'avoir des produits dérivés. Il y en a plein, en fait, des fiches de synthèse. Là, il s'agit d'une fiche de synthèse sur le climat et la santé. Donc, c'est un sujet extrêmement important. Extrêmement important parce que simplement, les politiques climatiques sont quasiment toutes des politiques pour la santé. Hein. Donc, il y a un lien très, très fort entre l'atténuation, l'adaptation et l'amélioration de la santé publique.
Voilà, c'est un exemple. En fait, il y en a beaucoup d'autres. Il y a plein de fiches de synthèse. Donc, vous trouverez ça sur les sites, le site du GIEC, donc www.ipcc.ch. Donc, il est localisé en Suisse, à Genève. Le secrétariat est à Genève. Voilà. Maintenant, quelques résultats plus concrets. Donc, le 6e cycle, l'état des lieux montre une chose très claire. En fait, sur la figure de gauche, montre les évolutions de température telles que reconstruites à partir des différentes archives climatiques qu'on a depuis 2000 ans, les cernes d'arbres, les glaces, et puis les évolutions récentes qu'on a observées depuis environ 1850 au travers notamment des séries chronologiques élaborées par les services météorologiques et aussi d'autres services. Et ce qu'on peut dire, c'est que les activités humaines, en fait, ont modifié le climat à un rythme sans précédent durant les 2000 dernières années. Ça, c'est une certitude. Euh, voilà. Ensuite, ce qui est également une certitude, enfin, non, ce qui se dégage, c'est que les températures globales, donc en moyenne globale sur la Terre aujourd'hui, euh, donc subissent une évolution qui est probablement sans précédent depuis depuis le dernier âge interglaciaire, c'est-à-dire il y a environ 120 000 ans. Mais les niveaux de température, à l'époque, on n'en est pas totalement certain. Voilà. Ensuite, le deuxième point sur la figure de droite montre à la fois ces observations et, et les simulations en même temps, reconstituées à partir donc c'est des évolutions depuis 1850 jusqu'à 2020, avec donc les observations qui sont cette courbe noire là, et les simulations qui sont faites par l'ensemble des modèles que les groupes de modélisation, comme le groupe de David qui va présenter tout à l'heure, font en utilisant les, euh, les gaz à effet de serre qui sont émis enfin en tout cas l'estimation qu'on en a, par les activités humaines. Et si on enlève ces activités humaines, on se retrouve avec seulement les, euh, les choses qui vont modifier le climat de façon naturelle, les éruptions volcaniques, les évolutions du Soleil, etc. Et là, ce sont les courbes bleues. Donc, on voit que ces deux paquets de courbes se détachent à partir environ de 1950. Et c'est en ça qu'on dit qu'il est impossible d'expliquer le changement climatique tel qu'on l'observe au moins depuis le milieu du siècle précédent sans faire intervenir les gaz à effet de serre liés aux activités humaines. Voilà, et les aérosols aussi, mais je simplifie. Ce qu'on peut dire aussi, alors bon, ça c'est une figure un petit peu complexe, mais on va regarder par exemple la figure en haut à gauche qui représente les différentes régions du monde de façon un peu symbolique. C'est que finalement, ces évolutions climatiques ont conduit à une augmentation en intensité et en fréquence des vagues de chaleur partout dans le monde, ou quasiment partout dans le monde. Je pourrais revenir sur les différentes, les quelques régions pour lesquelles on a un doute ou une explication. Donc, c'est différent. Lorsque la région est représentée en rouge, alors WCE, si vous le voyez, si vous arrivez à le voir, c'est la région de l'Europe centrale et de l'Ouest. C'est la région qui nous concerne, ainsi que la Méditerranée. On a des évolutions très fortes des vagues de chaleur en croissance et dont on sait qu'aujourd'hui, ces évolutions sont clairement liées au changement climatique et aux activités humaines. C'est le nombre de petits points qui nous indique dans chaque région le degré de certitude qu'on a. Par exemple, on a des régions aussi en grisé pour lesquelles on a peu de données, peu d'études,
par exemple le centre de l'Afrique ou le sud de l'Amérique du Sud, pour lesquels on ne peut rien conclure aujourd'hui parce que les observations manquent essentiellement et les études également. Une autre région, si vous la voyez, c'est l'Est et le centre des États-Unis pour lesquels on a des phénomènes qui se conjuguent, je pourrais y revenir, et qui font qu'en fait les vagues de chaleur ne sont pas en croissance dans ces régions-là, mais c'est les seules vraiment régions au monde qui ont cette caractéristique. Ensuite, les autres graphes montrent, enfin les autres cartes en quelque sorte montrent d'autres extrêmes. En haut à droite, les extrêmes de précipitation, donc les pluies intenses, les pluies extrêmes, qui sont en augmentation dans beaucoup de régions. Mais on voit bien qu'il y a de nombreuses régions dans le monde pour lesquelles on a là aussi une situation un peu grisée, où on n'a pas assez d'études, pas assez de données, ou bien une évolution qui n'est pas si claire que ça. Enfin, en bas, les sécheresses. Euh, Là, le paysage est beaucoup plus complexe. On a encore trop peu d'études. Alors, les sécheresses, ce qu'on appelle les sécheresses pour le GIEC, sont des sécheresses du sol, hein, donc les sécheresses pour l'agriculture, qui vont concerner l'agriculture. Et on voit qu'en fait, si on regarde bien, hein, je vous passe un petit peu tous les détails, il y a vraiment deux régions pour lesquelles on a une assez bonne certitude que les sécheresses ont été en augmentation liées à l'évolution des gaz à effet de serre. C'est l'Ouest américain et la région méditerranéenne, et les régions méditerranéennes. Donc, les évolutions qu'on connaît en France, dans le sud de la France, avec l'augmentation des sécheresses, même s'il peut y avoir de temps à autre une année qui n'est pas sèche, sont quand même très généralement vers l'augmentation des sécheresses et particulièrement dans le sud de l'Europe, hein, donc, et ça inclut le sud de la France. Voilà. Donc ensuite, le réchauffement global est entièrement dû aux activités humaines, donc c'est pas en partie, c'est vraiment entièrement. Et ça, on sait l'expliquer, on le modélise, toutes les informations concordent. Sur la partie gauche de ma planche, le GIEC montre les évolutions attribuées au réchauffement, enfin au gaz à effet de serre. C'est à peu près 1 degré, un peu plus d'1 degré, donc 1 degré 1 depuis l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire le milieu du 19e siècle. Et ce 1 degré 1 se décompose en 1 degré 5 qui est dû au gaz à effet de serre et moins 0 degré 4 qui est dû à l'effet refroidissant des aérosols. Les activités humaines provoquent à la fois des émissions de gaz à effet de serre réchauffantes et des effets et des particules dans l'air qui ont en fait un effet de masque un petit peu refroidissant. Et donc la somme des deux fait 1 degré 1. Alors ça a un petit peu bougé, parce que ça c'est déjà les années jusqu'à 2020. Et aujourd'hui, la situation a changé et évolue très rapidement. J'y reviendrai. Le réchauffement global, il est lié aux émissions de gaz à effet de serre qui sont représentées dans leur évolution depuis 1990 dans la figure de droite, avec la part due aux émissions fossiles sur l'ensemble des gaz à effet de serre qui est d'environ, année après année, environ deux tiers. Et ensuite, nous avons les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au changement d'usage des sols, la déforestation, et puis aussi les autres gaz comme le méthane et puis le protoxyde d'azote qui est utilisé dans les engrais. Voilà. Donc ça, ce sont les émissions. Hein, donc ce ne sont pas les contributions, mais ce sont les émissions de gaz à effet de serre. Les contributions sont beaucoup plus portées sur le cumul des émissions fossiles, puisque les autres gaz ont une durée de vie plus courte. Enfin, le méthane a une durée de vie plus courte, environ une dizaine, quinzaine d'années, alors que le CO2, lui, s'accumule dans l'atmosphère, et c'est bien ça la cause de
de cette forme d'irréversibilité du changement climatique. Je vais y revenir aussi. Voilà, ce que dit le rapport du GIEC du groupe 1, en tout cas, c'est aussi que on a des évolutions donc, depuis 1950 et on a des projections pour le siècle à venir et même au-delà pour le niveau des mers qui sont déclinées selon différents scénarios. Le message est très simple. Bon, le climat qu'on observe aujourd'hui est le climat qui résulte des émissions passées, mais le climat qu'on observera dans le futur, les différences entre les différents climats vont résulter essentiellement des émissions futures, donc de ce qu'on fait à partir d'aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les émissions de gaz à effet de serre, il y a des politiques qui sont implémentées via les accords internationaux. Et ces politiques nous conduisent à la courbe rouge dans les émissions de gaz à effet de serre. Et cette courbe rouge, elle ne permet pas de redescendre les émissions vers zéro, ce qui serait nécessaire pour stabiliser le réchauffement. Je m'explique un petit peu. Donc, comme le réchauffement est lié à l'accumulation de gaz à effet de serre, si on ne réduit pas à zéro ces émissions de gaz à effet de serre, on ne pourra pas stabiliser le réchauffement. On ne parle même pas de faire redescendre les températures, mais de limiter la hausse des températures. Voilà, donc les politiques mises en place actuellement conduisent environ un réchauffement d'environ 3 degrés à la fin du siècle. C'est pour ça qu'en France, un plan d'adaptation a été mis en place pour se permettre de se prémunir d'un réchauffement global de 3 degrés ou au niveau de la France, d'un réchauffement au niveau de la France de 4 degrés, ce qui correspond à peu près à 3 degrés global. Voilà, il y a des tas de questions, mais je vais passer aussi sur cette planche. Je vais arriver tout de suite à l'Europe. Alors en fait, bon, cette table, elle est un petit peu complexe, mais elle montre en fait comment dans le rapport du GIEC, on a analysé aussi tout ce qui pourrait générer des impacts d'ici 2050 et donc pour lesquels on va avoir besoin d'adaptation. Alors, le GIEC n'est pas à l'échelle de la France parce qu'on ne peut pas se permettre de regarder à l'échelle de tous les pays. Ça demanderait trop de travail et ça poserait aussi des questions diplomatiques. Mais travaille à l'échelle de grandes régions comme celle qu'on voit en haut à gauche, donc l'Europe du Nord, l'Europe centrale et de l'Ouest, la Méditerranée, l'Europe de l'Est. Et pour ce qui nous concerne, donc l'Europe centrale et la Méditerranée, un petit peu pour le sud de la France, on a essayé de cataloguer l'ensemble des facteurs générateurs d'impact, des facteurs climatiques générateurs d'impact d'ici 2050 et de montrer les évolutions en bleu lorsqu'elles sont en augmentation et en orange lorsqu'elles sont en diminution. Donc très clairement, tout ce qui est lié à la température va être en augmentation pour les vagues de chaleur et les températures moyennes, et en baisse pour, par exemple, le gel et les, les, les vagues de froid. Voilà. Alors le gel, il y a des subtilités sur lesquelles je pourrais revenir si vous le souhaitez, mais en gros, le froid disparaît progressivement. Les conditions pour ce qui concerne le cycle de l'eau, en ce qui concerne l'Europe de l'Ouest et centrale, donc les deux premières lignes sont plus contrastées, mais par exemple en Méditerranée, donc clairement une augmentation de la sécheresse, mais à la fois dans toutes les régions européennes, une augmentation de tous les phénomènes qui sont liés aux sécheresses en même temps, particulièrement en Méditerranée, mais aussi sur le reste de l'Europe et donc aussi sur le reste de la France. L'augmentation de la sécheresse, elle est liée en été, principalement aux évolutions des températures. Les pluies en France, dans le nord de la France, dans le centre de la France, évoluent très peu ou évoluent de façon très comment dire, variable,
en fonction des années. On le voit bien au travers des différentes années qu'on a eues. Mais en revanche, les températures, elles augmentent et donc elles vont conduire à une augmentation des sécheresses. C'est vraiment les températures qui vont piloter principalement l'augmentation des sécheresses pour la plupart de la France. Les évolutions sur les vents sont moins claires. Pour la neige, une diminution de tous les phénomènes liés à la neige, l'enneigement notamment en moyenne montagne, la fonte des glaciers et aussi des pergélisols qui conduit à des effondrements et une érosion extrêmement accélérée dans les massifs montagneux. Et puis au niveau océanique, la montée du niveau des mers, l'acidification des océans, et puis de plus en plus on parle de vagues de chaleur marine qui peut-être ont moins d'effet direct sur nos activités, mais qui ont un effet extrêmement important sur les écosystèmes marins, sur toute la vie sous-marine, qui est aussi à la base bien souvent de la chaîne alimentaire. Donc voilà, donc on a tous ces effets, et l'Europe n'est pas épargnée par ces problématiques qui vont prendre de l'ampleur d'ici 2050, d'où l'intérêt de cette adaptation. Alors, si on regarde plus globalement, il y a un des problèmes majeurs qui se pose, qui sont les risques pour la santé. Et on commence aujourd'hui à avoir des épisodes extrêmement violents de chaleur humide qui empêchent en fait qui empêchent la transpiration et donc le refroidissement du corps lorsqu'on travaille en extérieur, par exemple dans beaucoup de régions tropicales. Donc ça, aujourd'hui, on l'observe déjà. Par exemple, en Asie du Sud, on a eu plusieurs années avec des épisodes extrêmement violents, mais aussi en Afrique. Et ces phénomènes vont devenir prépondérants au long de l'année. Donc si aujourd'hui, on a quelques dizaines de jours où on a des conditions qui sont dangereuses, ces conditions vont malheureusement, avec le degré de réchauffement, s'il est important, devenir dominante d'ici la fin du siècle. Mais si on reste un petit peu optimiste sur la possibilité de stabiliser dans les accords de Paris ou très légèrement au-dessus, on va limiter un petit peu les dégâts. Donc voilà, ça c'est aussi, ça concerne un tout petit peu moins la France, mais quand même, hein, les évolutions de chaleur humide et de stress thermique, on voit apparaître quelques jours par an aujourd'hui déjà de phénomènes et de conditions comme celle-là. Alors, très important pour l'adaptation, les risques climatiques ne sont pas liés que aux aléas climatiques, hein, donc ce qu'on appelle hazard en anglais. Je suis désolé, je n'ai pas la version française. Donc les aléas climatiques qui figurent sur la partie gauche du trèfle ici sont une des causes, mais les impacts, les risques sont également liés à l'exposition et à la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est ce qui va justement faire la différence lorsqu'on a un aléa donné, par exemple une canicule qui va toucher la région parisienne, par exemple, hein, eh bien, on voit des impacts qui sont très différents selon les personnes qui sont touchées, donc les personnes vulnérables, soit des personnes avec déjà des conditions de santé qui ne sont pas les meilleures, soit des personnes qui sont logées dans des conditions qui ne sont pas bonnes sous les toits, donc voilà, il y a une très forte disparité entre les pays, mais au sein des pays aussi, sur la vulnérabilité qui est liée aux conditions économiques et aux conditions dans lesquelles les gens vivent. Hein. Et donc, les impacts, l'adaptation, elle doit être aussi, elle doit prendre en compte ces facteurs de vulnérabilité. Hein. Voilà. Alors, peut-être quelques mots sur là où nous en sommes aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs actualisations. D'abord, 2023 est l'année la plus chaude globalement. Elle suit finalement une logique où on a une augmentation des températures qui n'est pas très différente. Elle est assez forte en ce moment.
mais il y a eu des fluctuations dans le passé. Et puis quand on regarde les évolutions des années les plus fortes, comme 2016, 2023 s'inscrit dans cette logique, puisqu'on a en plus un phénomène de type El Niño. On a une évolution des indicateurs principaux. Je vais pas, je vous laisserai le plaisir de les regarder dans leur ensemble, mais ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'aujourd'hui, le changement climatique, les températures globales se réchauffent à un rythme très important, plus de 0,2 degrés par décennie. Donc, plus précisément, l'estimation, c'est de 0,26. Et donc, un réchauffement très important qui nous amène aujourd'hui à environ, même si on a une année ça approche les 1,5 degré, on estime que le réchauffement global depuis l'ère pré-industrielle se situe plutôt vers 1,3 degré lorsqu'on moyenne un petit peu sur les différentes années, mais on s'approche effectivement du 1,5 degré. Ce 1,5 degré, on devrait le croiser un petit peu, je vais en reparler. Donc on a aussi de nombreux phénomènes maintenant sans précédent, hein. Vague de chaleur en Colombie-Britannique où les températures ont fait un saut d'environ 5 degrés sur la figure en haut à gauche. Je ne vais pas énumérer tous les événements extrêmes hors normes qu'on a pu avoir dans les dernières années, les feux au Canada l'année dernière, des inondations et des pluies de très très grande échelle en Afrique de l'Est à l'automne, chaleur humide. Voilà, on assiste à ces phénomènes. Parfois, beaucoup de gens nous demandent, mais est-ce que le changement climatique s'accélère? Il ne s'accélère pas vraiment. En fait, ces phénomènes extrêmes, ils étaient prévus, ils sont attendus, ils sont de très grande échelle et ils vont être d'encore plus grande échelle dans les années à venir, quoi qu'il arrive dans le court terme. Et selon les politiques climatiques, dans le long terme, cela pourrait se stabiliser, mais on n'arrivera jamais à revenir en arrière, ou très peu. Voilà, je passe pour dire simplement qu'aujourd'hui, on a des systèmes quasi opérationnels qui permettent euh, euh, de déterminer si un événement climatique est lié ou non au changement climatique, hein. Donc ça, c'est des travaux scientifiques récents qui sont intéressants. Donc ça fait partie des prises de conscience par rapport aux besoins d'adaptation. Je suis toujours sur cette ligne de besoins d'adaptation et ça permet d'en avoir conscience. Il y a aussi le rapport du Haut Conseil pour le climat, je vais y revenir, qui en parle beaucoup. Voilà, justement. Donc pour arriver au niveau national français, donc moi je ne peux que vous recommander euh, de regarder l'ensemble des rapports du Haut Conseil pour le climat. Là, il s'agit du tout dernier rapport, donc il parle beaucoup d'adaptation et des besoins d'adaptation. Ces rapports, en fait, sont d'une qualité scientifique, je dirais quasiment similaire à ceux des rapports du GIEC, mais se focalisent sur la France et ont une mission supplémentaire qui est vraiment d'évaluer aussi les politiques publiques et de les mettre en perspective des besoins au niveau national. Donc là, je mentionne un passage parce qu'il est vraiment lié à l'adaptation. Euh, il s'appelle Impact du changement climatique et besoin d'adaptation. Donc, je ne peux que vous recommander de le lire. Là, j'ai tiré quelques phrases qui viennent du résumé pour décideurs, pour dire donc que la France connaît les principaux impacts du changement climatique auxquels elle doit faire face. Donc, on les connaît, ces impacts et ces phénomènes, que les besoins d'adaptation s'accroissent avec le niveau de réchauffement. Plus le niveau de réchauffement va augmenter, plus les besoins seront importants, et qu'il est surtout extrêmement important de s'adapter non pas aux conditions qu'on vient de connaître, par exemple une vague de chaleur ou des inondations à répétition, mais il va bien falloir s'adapter à un climat plus chaud. Donc c'est essentiel d'avoir une trajectoire de référence et les 4 degrés sont vraiment un très bon exemple de trajectoire de référence en la matière.
Ce qui est aussi noté dans ce rapport du Haut Conseil pour le climat, c'est que le décalage se creuse entre les mesures prises pour réduire l'exposition et les vulnérabilités et limiter les impacts du changement climatique. C'est-à-dire qu'on a toujours un peu un train de retard en matière d'adaptation et vraiment, il faut sauter quelques décennies pour pouvoir se dire, pour pouvoir mesurer un petit peu ce qu'il faut mettre en place. Voilà, à titre d'exemple, sur les décennies précédentes, on peut noter les questions liées aux vagues de chaleur et aux sécheresses, avec des coûts, avec des nombres euh, voilà, enfin, une surmortalité qui est très importante. Hein. Les vagues les inondations sont des phénomènes qui sont très impressionnants, font beaucoup de dégâts matériels, mais souvent moins de morts en fait, que les vagues de chaleur qui sont les phénomènes les plus meurtriers. Hein. Chaque année, c'est plusieurs centaines de morts en plus par les vagues de chaleur. Et il y a des années malheureusement remarquables comme 2022 ou 2003 bien sûr, mais 2022 avec ce nombre de morts de plusieurs milliers en supplémentaires en France. Le nombre, les sécheresses qui vont avec ces vagues de chaleur, mais qui peuvent aussi aller sans vagues de chaleur, sont en augmentation et créent des dommages aux infrastructures qui ont des coûts absolument exorbitants voilà, quand on regarde en fonction des années, puisque un phénomène de retrait et gonflement des argiles qui devient extrêmement problématique. Donc voilà, on a cet ensemble de phénomènes. Et puis, on a aussi quelques interrogations. Hein. La science n'est pas terminée sur ce domaine. Je mentionne simplement donc ce graphe qui est un petit peu difficile à décrire dans le détail, mais qui montre l'ensemble des simulations climatiques, de plusieurs centaines de simulations climatiques, et l'évolution des vagues de chaleur en Europe de l'Ouest. Hein. Donc, on a, si les modèles climatiques simulent correctement les évolutions moyennes, aussi bien en France que globalement, aujourd'hui, sur les pointes de chaleur, les évolutions sont très très fortes sur l'Europe de l'Ouest et la France, et ne sont pas complètement simulées par les modèles. On n'a pas encore une explication complète à ce phénomène. Les tendances observées depuis 1950, c'est que les pointes de chaleur annuelles sont en augmentation d'environ 3,5 degrés, alors que les simulations donnent plutôt entre 0 et 3,5 degrés. Donc ça pourrait être un petit peu un hasard malheureux, parce qu'on regarde l'Europe de l'Ouest, ce phénomène-là, mais il faut en avoir conscience et donc probablement s'attendre potentiellement à des évolutions plus fortes que celles simulées par les projections pour l'Europe de l'Ouest. Je parle bien de l'Europe de l'Ouest seulement. Donc, en tout cas, s'y préparer. Une façon de s'y préparer, c'est de faire ce qu'on appelle des scénarios du pire. Par exemple, celui on a pu mener avec la ville de Paris, qui est la question de savoir si Paris pourrait un jour subir des températures de l'ordre de 50 degrés. Alors, dans cette étude, on montre notamment qu'on ne trouve pas d'évolution qui permettent d'expliquer des températures à 50 degrés si le climat global ne se réchauffe pas d'au moins 2 degrés. Donc ça, c'est aussi un message. Pour rester en dessous de 2 degrés, la probabilité resterait très faible. Et puis ensuite, on peut dérouler les conséquences de tels épisodes. On en trouve hein, donc, dans la deuxième moitié du siècle, avec des conséquences qui ont pu être analysées dans ce rapport qui a été fait avec la ville de Paris. Voilà, donc j'en ai encore pour quelques minutes. On peut aussi avoir des phénomènes qui sont encore très incertains, hein, mais un ensemble de phénomènes qu'on pourrait appeler des points de bascule climatique, mais qui voilà, restent aujourd'hui à l'état d'étude, comme l'arrêt de la circulation globale des océans, qui provoquerait des impacts très importants en Europe.
euh, ou d'autres phénomènes. Le 7e rapport du GIEC en parlera certainement parce qu'il y a beaucoup d'études à l'heure actuelle, mais on est encore dans un domaine d'incertitude qui est très important. Et les précédents rapports concluent finalement sur cette possibilité, mais qui n'est pas aujourd'hui évoquée comme une possibilité extrêmement élevée. Voilà, alors pour terminer, moi je dirais juste une chose, c'est que, donc attention, le futur nous regarde, parce que l'adaptation, c'est pas la seule chose à mettre en œuvre, donc la diminution des émissions de gaz à effet de serre est essentielle. Et les accords de Paris nous demandent d'être en dessous de 2 degrés et le plus proche, de continuer jusqu'à le plus proche de 1,5 degré possible. Les 1,5 degré vont être dépassés très probablement d'ici une dizaine d'années. Toute la question est de savoir ce qu'on met en œuvre pour la suite et la façon dont le climat peut être stabilisé, la hauteur finalement, voilà. Donc, à laquelle on va stabiliser le climat. Est-ce qu'on va le stabiliser vers 1,5 degré, 1,6 degré peut-être, ou 1,7, ou est-ce qu'on va le stabiliser de 2,5 degrés ou 3 degrés? Donc, lorsqu'on aura stabilisé le climat, si on le fait, si on arrive à le faire, ce que je crois personnellement, euh, si on arrive à le faire un jour, la hauteur qui va être cette hauteur de stabilisation, c'est la hauteur qui va rester pour des siècles entiers. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que bah, les livres d'histoire vont raconter finalement ce qu'on aura fait pour toutes ces évolutions qui vont durer des siècles ensuite. Hein. Et d'ailleurs, une phrase est assez intéressante dans le rapport de synthèse qui dit donc que les choix et les actions qu'on implémente dans cette décennie euh, va avoir des impacts maintenant, très rapidement, et pour des milliers d'années. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette conscience de la responsabilité historique et du fait que bah, notre génération, notre décennie sera regardée et inscrite dans les livres d'histoire pour extrêmement longtemps. Voilà, je vous remercie. J'espère que voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci, merci beaucoup, professeur, pour cette présentation très claire. On a eu plusieurs demandes pour savoir si le webinaire allait être en replay et si les planches allaient être Oui, distribuées. bien sûr. Donc, bien sûr, les planches seront distribuées, le webinaire sera en replay. Euh, du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre des questions qui sont en lien avec votre euh, conclusion directe. Donc, une première qui vient de nous arriver de Monsieur Lionel Flumio de Météo France. Pour valider 1,5 degré de réchauffement, sur combien d'années cette valeur sera-t-elle moyennée? Alors, il n'y a pas de. Alors, malheureusement, dans les accords de Paris, c'est pas mentionné. Hein, donc, c'est livré à l'interprétation. Le GIEC, généralement, utilise une période de 20 ans pour moyenner. Maintenant, voilà, c'est le GIEC qui dit ça. On pense qu'effectivement, il faut un nombre suffisant d'années pour s'affranchir des fluctuations principales. Mais 20 ans, c'est pas suffisant en théorie. Mais en même temps, comme le changement climatique est très rapide, si on prend une période plus longue, on va rater enfin, la moyenne n'a plus beaucoup de sens, quoi. Déjà 20 ans, en 20 ans, on voit bien que, voilà, par exemple, typiquement, hein, en une décennie, donc 0,26 degrés de, d'augmentation des températures globales, et aussi, donc c'est un résultat plus récent, mais ce qui est pas, enfin, les vagues de chaleur, c'est quasiment un doublement des vagues de chaleur d'un niveau fort en 10 ans. Donc c'est des évolutions extrêmement rapides. Le climat d'aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui de 2014. Il faut en avoir conscience. Voilà.
Merci. Alors, j'ai bien vu effectivement les questions dans la partie questions-réponses. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que je vais les grouper pour que ça fasse du sens en termes de blocs de réponses. Donc, on va rester encore un petit peu sur le modèle et puis ensuite, on passera sur les scénarios. Donc, sur le modèle, une question de Monsieur Sarfati. Est-ce que les modèles... Alors, excusez-moi, est-ce que les modèles, les questions bougent en même temps, est-ce que les modèles d'évolution climatique prennent en compte l'absorption du CO2 par les océans? Alors, je laisserai la réponse détaillée à mon collègue David, hein, qui va présenter la modélisation. La réponse courte, c'est oui. Très bien. Donc, je vais laisser la partie sur les modèles et je vais prendre une question sur la slide qui représente les différents scénarios avec l'évolution des températures à +3, +2, +1,5. Une question de Madame Chatin. Bonjour, concernant le scénario des Implemented Policies, comment sont définies les politiques mises en place? Autrement dit, qu'est-ce qui est pris en compte dans ce scénario? Donc, c'est le scénario Alors, je vais essayer. Oui. actuel où on arrive à un réchauffement de 3,2, 3 degrés. Qu'est-ce qui est pris en compte? Qu'est-ce qu'il y a derrière Implemented Policies? Alors, ce qui est derrière Implemented Policies, ce ne sont pas les promesses, ce sont les politiques qui sont mises en place jusqu'à, je pense, la COP 27, 26, je n'ai plus. Voilà, jusqu'à Glasgow essentiellement. Donc, c'est à partir de là, puisque après, il y a eu la production du rapport, c'est jusqu'à ce moment-là, mais c'est ce qui est mis en place par les pays, avec des technologies, des politiques mises en place. Voilà, ce n'est pas les promesses pour le futur. Donc, c'est ce qui est véritablement mis en place et qui, le rapport du groupe 3 et le rapport de synthèse le mentionnent bien, ont déjà conduit à un évitement d'un certain nombre de gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est très clair aussi. On a déjà un évitement du scénario du pire, en gros. Si on ne revient pas, si ces politiques mises en place sont poursuivies, bien sûr. Voilà, si elles sont défaites, détricotées, eh bien, les courbes vont se relever. Dites, voilà. Je ne vous entends plus, là, votre son est coupé. Oui, et excusez-moi, j'ai eu une coupure de Zoom. J'ai cru que tout le webinaire était fermé pour tout le monde, mais c'est juste moi. Très bien. Et donc, pour revenir sur ce que vous disiez, si ne me trompe pas, si on reste sur ce graphique, les NDC avec le range à horizon 2030, là, on est sur les promesses de politiques qui ne sont pas encore toutes mises en place. Absolument. Donc là, les NDC, c'est pas les politiques mises en place, hein, c'est vraiment les NDC. D'ailleurs, la dernière analyse qui a été faite, non pas par le GIEC, mais par la CNUC, hein, donc la Convention des Nations Unies pour le changement climatique, conduit à partir des NDC, alors des promesses. Les NDC vont être révisés en 2025, hein, donc le processus commence cette année, mais sur la base des NDC précédentes et de l'estimation qui a été faite non pas par le GIEC, mais je rappelle par la CNUC, c'est plutôt vers 2,5 degrés, 2,7 degrés que 3 degrés. On va bien voir, je pense que cette estimation va être réactualisée, mais montre que si les promesses sont tenues, elles peuvent avoir un effet. Alors 1,5 degré, ça va être évidemment extrêmement difficile, hein, mais elles peuvent avoir un effet très très significatif, hein. Donc, d'où la nécessité de poursuivre ces efforts, ce que montre aussi le rapport du Haut Conseil pour le climat au niveau national. On est sur une trajectoire à l'heure actuelle qui va vers les objectifs 2030, mais le rapport du Haut Conseil pour le climat précise bien qu'il faut tenir ce cap. Tenir le cap, c'est vraiment le titre du rapport. C'est pour le moment, ça fonctionne.
mais ça ne suffira pas pour... il faut conserver ce cap-là. Parce qu'effectivement, comme vous le disiez, il y a aussi un lien très fort entre notre niveau d'émission et nos politiques d'atténuation et les politiques d'adaptation qui seront mises en œuvre. Plus on arrive à réduire et à tenir nos objectifs d'atteindre le net zéro le plus rapidement possible et à horizon 2050, plus les politiques d'adaptation seront, entre guillemets, faciles à mettre en œuvre, puisqu'on aura un climat qui sera stabilisé à un niveau qui est le plus proche de ce que l'on connaît actuellement. Et du coup, je vais prendre la question de Madame Pepk sur justement l'atténuation et nos efforts de réduction. Donc, la controverse dit que l'impact des émissions de la France au niveau international est minime. Cependant, il est clair que nos exportations ont un réel... Alors, excusez-moi, vous vouliez parler exportation? Il est clair que nos exportations de production ont un réel impact et à l'inverse, nos importations également. Pouvez-vous développer le sujet? Donc, je pense qu'on parle Alors, de il y a, l'empreinte carbone de la France dans le passé et actuellement. oui, alors, bien sûr, comment dire, il y a plusieurs sujets, hein. L'empreinte carbone est supérieure aux émissions territoriales, hein. Je crois que c'est un facteur environ 1,6, ou entre 1,5 et 2. Et donc cette empreinte carbone montre qu'effectivement, on importe essentiellement des produits carbonés. Et donc, ça conduit à une plus forte empreinte que les émissions territoriales. Donc, ça prend en compte l'import et l'export, hein, c'est le net. Donc, il y a plusieurs, je dirais, il y a plusieurs sujets. Le sujet donc, de l'empreinte carbone, mais aussi le sujet de la relative, comment dire, du relatif poids de la France. Plus on découpe petit, plus le poids, évidemment, alors, je vais départager mon... Je vais arrêter le partage, voilà. Évidemment, plus on découpe petit, plus le poids est faible, hein. Euh, c'est évidemment un argument qui pourrait être utilisé pour dire qu'on n'a pas beaucoup d'importance, mais bien sûr que c'est un mauvais argument, très mauvais, parce que à ce moment-là, la Chine pourrait dire, bah, au niveau de chaque province, moi, j'ai pas beaucoup d'importance au niveau mondial, et donc je vais pas agir. Donc c'est vraiment un effort qui est demandé, enfin c'est un effort qui a des bénéfices, hein, mais qui est indispensable à tous les niveaux, non seulement au niveau des territoires, de l'importation, mais aussi au niveau des politiques, au niveau des entreprises et au niveau des individus, hein. Donc, on a tous tendance, pour essayer d'éviter le problème, à renvoyer les efforts sur les autres. Ça, c'est une façon classique de faire, mais il est évident que ça ne marche pas. Donc, quelle que soit la façon de découper le paysage social ou politique, les efforts sont à faire à tous les niveaux. Et simplement, il y a des secteurs pour lesquels ça va évidemment être beaucoup plus difficile que d'autres, hein. Par exemple, bon, je cite quelques secteurs pour lesquels aujourd'hui il y a une dynamique qui est enclenchée au niveau national, mais aussi international. C'est le secteur de l'énergie, enfin, l'électrification des systèmes. Ça, c'est quelque chose qui est en route au niveau international, même si il y a encore, on peut faire mieux. Au niveau des transports, il y a des évolutions qui sont relativement, je dis bien relativement faciles à mettre en œuvre, qui viennent aussi de l'électrification. Après, il y a des secteurs pour lesquels c'est plus complexe et cela demande beaucoup plus d'accompagnement et d'investissement. Je pense notamment au secteur agricole, mais aussi au secteur. Il y a des secteurs pour lesquels c'est très complexe. L'aviation, avec une demande qui explose, et pour laquelle les solutions bas carbone vont être très complexes à mettre en œuvre, hein. C'est les carburants, enfin, c'est l'optimisation des systèmes technologiques
et les carburants de synthèse. La baisse de la demande, bien sûr, mais la baisse de la demande, ça dépend de facteurs qui ne sont pas les mêmes, quoi. Et qui sont très complexes à mettre en œuvre et qui Alors, posent des problèmes d'équité. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses et alors, voilà, ça pourrait je être vais une essayer de discussion prendre très. encore quelques questions, toujours sur l'atténuation, peut-être très rapidement, parce que vous parliez des différents secteurs. Une question qui nous est posée, euh, que pensez-vous des travaux de Jean-Baptiste Frezos, Une nouvelle histoire de l'énergie, où les nouvelles énergies se développent, mais ne remplacent pas vraiment les énergies classiques? Alors, je vous avoue très franchement que je ne les connais pas dans le détail, donc je ne vais pas les commenter, je vais pas commenter quelque chose que je ne connais pas suffisamment bien. Très bien, parfait. Alors peut-être qu'on va revenir sur cette fameuse courbe que vous montriez avec les différents scénarios 1,5 et 2 degrés pour qu'on comprenne bien comment notamment les courbes 1, 5 et 2 sont construites. Donc la question de Monsieur Aïssaoui, qu'est-ce qui fait que les courbes de réduction des émissions, limitation à plus 5 et 2 degrés, sont peu ou prou des décroissances exponentielles? Ne pourrait-on pas imaginer une réduction lente sur la période 2025-2035 avec une mise en œuvre de la décarbonation dans une partie seulement et un ralentissement de la croissance des émissions dans les briques et les émergents, puis rapide sur la décennie 2035-2045, déploiement massif des projets d'atténuation, puis de nouveau lente à partir de 2045, émissions résiduelles des procédés chimiques ou de l'agriculture difficiles à réduire. En gros, la question de Monsieur Aïssaoui, c'est comment est-ce que les courbes 1, 5 et 2 sont construites et n'y a-t-il pas des scénarios alternatifs à une atteinte de 1, 5 et 2, mais avec une courbe différente? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la communauté internationale construit des scénarios qui ont tous une histoire un petit peu différente et les hypothèses qui sont posées là, je ne pourrais pas vous dire si elles sont suivies dans le détail, mais il y a beaucoup d'hypothèses qui sont formulées, notamment dans le groupe 3, pas dans le groupe dont je m'occupe, mais pour lesquels il y a plus d'un millier de scénarios qui ont été produits par ce qu'on appelle des modèles d'évaluation intégrés, c'est-à-dire des modèles qui intègrent à la fois les évolutions climatiques et les évolutions économiques et sociales partout dans le monde. Donc ce sont encore des modèles un petit peu macroéconomiques un peu simplifiés, et ils font ce type d'hypothèse. Simplement après, voilà, ces différents scénarios sont catégorisés en plusieurs catégories dans le rapport du groupe 3 et parfois, effectivement, on regarde ensuite comment ces scénarios, à quoi ces scénarios conduisent en termes de réchauffement global. Quel est le degré de réchauffement global, notamment à la fin du siècle. Et en fait, je serais bien à mal de pouvoir vous dire sur les scénarios de type 1 degré 5 ou 2 degrés, euh, quelles sont l'ensemble des hypothèses qui sont faites, qui sont derrière. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que tous, et ça c'est dans les conclusions, tous nécessitent un, un déclin rapide et profond des émissions de gaz à effet de serre, déjà d'ici 2030, et que si les émissions stagnent au niveau actuel, aucun scénario qui a été produit, voilà, si les émissions stagnent encore une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, ça va devenir extrêmement difficile de limiter le changement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés. Deuxième élément, c'est que tous ces scénarios qui conduisent à 1,5 degré ou 2 degrés comportent plus ou moins de ce qu'on appelle d'émissions négatives, c'est-à-dire des émissions qui vont effectivement, dès maintenant hein, et jusqu'au milieu du siècle, compenser les émissions sectorielles qui sont irréductibles. Donc ça repose sur des pratiques et des technologies qui ne sont pas encore mis en œuvre de façon suffisamment à l'échelle. Hein. Donc
il y a encore des enjeux qui sont très complexes, hein, notamment ceux de retirer du CO2 de l'atmosphère. Et il ne faut pas rêver sur ce point-là, hein. J'insiste sur le fait qu'on pourra peut-être retirer un petit peu de CO2 de l'atmosphère avec ces pratiques technologies euh, pour faire diminuer les températures globales d'un dixième ou deux dixièmes de degré, hein, mais pas beaucoup plus. Voilà, si on dépasse et qu'on va à 2,5 degrés, on ne pourra pas redescendre à 1,5 degré. Il ne faut pas rêver aujourd'hui. C'est pas possible. En tout cas, pas Merci. dans ce siècle. Je vais prendre une dernière question et pour les autres questions, le cas échéant, nous pourrons peut-être vous les retransmettre et les questions vraiment liées à l'adaptation sur le risque retrait des gonflements des argiles, on essaiera de les traiter lors d'autres webinaires. Mais voilà, vous parliez, et je pense que c'est aussi peut-être le point de conclusion sur la nécessité absolue de continuer les efforts d'atténuation. Le climat n'est pas stabilisé, nos émissions continuent. euh, Peut-être qu'on arrive à un plateau, en tout cas c'est ce qu'on espère cette année avec la diminution des émissions chinoises. Mais la question qui est posée aussi, c'est ce sur quoi vous avez terminé votre présentation, sur les effets de seuil et sur la question de Monsieur Combe sur les points de bascule et l'incertitude qui est liée et la possibilité d'un emballement du climat. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable, qu'on arrive à quantifier ou à prévoir? Et on terminera sur cette Oui, question. oui. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, on met souvent beaucoup de choses dans le même sac. En gros, il faut distinguer un peu ce qu'on appelle les points de bascule qui vont concerner des parties du système. Par exemple, des points de bascule sur les grandes forêts boréales ou amazoniennes qui font que le mécanisme s'emballe un petit peu de façon régionale. Mais là encore, il faut savoir, c'est par exemple pour l'Amazonie, le facteur déterminant, c'est la déforestation. Ce n'est pas tellement le climat lui-même, c'est vraiment la déforestation. Sur les forêts boréales, c'est un peu moins clair. Euh, sur la circulation des océans, effectivement, on a plusieurs groupes de modèles qui sont pas les modèles enfin voilà, il y a plusieurs groupes de modèles qui disent qu'il y a des points de bascule, c'est-à-dire qu'on arrive à un moment où lorsqu'on fait fondre suffisamment les calottes glaciaires, l'eau douce crée un mécanisme d'arrêt de la circulation générale et qu'il est difficile de l'arrêter. C'est-à-dire qu'on passe un point auquel il est difficile. Pourtant, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment quel est ce point et on ne sait pas si on en est proche ou pas. Et si même on n'est pas certain non plus qu'il y en ait un. C'est plutôt probable qu'il y en ait un, mais en tous les cas, voilà, donc on est dans beaucoup d'incertitudes. Et ensuite, il faut distinguer d'autres types de phénomènes qui sont des phénomènes de, qui vont avoir des impacts très importants et des phénomènes de ce qu'on appelle de rétroaction, comme ceux de la rétroaction entre le permafrost, enfin le pergélisol, et les flux de carbone. Là aussi, on a des incertitudes. Et là, ce n'est pas le même phénomène qui est en jeu, c'est juste une amplification de la réponse aux émissions de gaz à effet de serre. En théorie, nos modèles de système Terre prennent en compte ces effets-là, mais peut-être pas de façon suffisamment précise pour permettre une simulation correcte. Il y a beaucoup de papiers en ce moment qui traitent ce sujet-là. Et moi, j'attends beaucoup de progrès au cours du 7e cycle sur ces questions-là précisément. Mais aujourd'hui, il est bien difficile de pouvoir vous donner des précisions. Ça fait l'objet aussi d'un monitoring resserré. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, professeur Votard, pour cette présentation, avoir répondu à nos questions. Peut-être pour résumer vos messages et votre présentation, je reprendrai une citation que j'ai entendue plusieurs fois, que je trouve très parlante, pour
distinguer l'atténuation de l'adaptation. Donc l'atténuation, qui est la réduction de nos émissions, nous permet d'éviter l'ingérable, ce que vous expliquiez avec les effets de bascule euh, et, euh, et les effets de seuil. Et l'adaptation nous permettra de gérer l'inévitable. Tout dépend de là où on mettra le curseur. Mieux vaut atténuer et réduire nos émissions le plus possible pour pouvoir nous adapter le plus facilement. Donc, merci beaucoup, professeur Retard. Je vous propose de faire une pause de